Bonjour à tous, c'est Jérôme sur Oxygen Movies, et ensemble on va analyser The Mandalorian, saison 3, épisode 4, L'Orphelin, on peut parler également du chapitre 20, peu importe, et un épisode où on nous emmène sur la planète de la Death Watch apparemment, où une équipe de Mandaloriens va effectuer une expédition dans la montagne pour un enfant un peu débile qui aurait manqué de respect à grand goût, et qui servirait apparemment de chewing-gum à une créature qui n'est pas vraiment un dragon. Et bien on en parle juste après le générique. J'avoue, je suis peut-être allé un peu fort dans mes propos. C'est quand même le fils de Paz Vizsla, c'est pas n'importe qui, c'est quand même le gars le plus... Non, c'est le gars le plus costaud de la bande, hein, le Mandalorien capable de se mettre devant la porte et de ne pas broncher, de protéger tout ce qu'il y a autour de lui. On ne peut pas lui enlever ça, hein, c'est quelqu'un qui est vraiment investi dans sa fonction. C'est comme le bras droit, je pense, de l'armurière. D'ailleurs, je pense qu'ils sont peut-être un peu plus proches que ça, à voir, car c'est quand même... voilà, il y a un enfant, il y a un Mandalorien, donc je pense qu'à un moment, les Mandaloriens aussi enlèvent leur tenue pour faire des choses, que ce soit pour aller faire les besoins physiologiques ou autres. Voilà, ça laisse réfléchir. Et d'ailleurs, l'armurière, expliquez-moi, pourquoi cette personne-là n'a pas de nom ou de prénom? C'est quand même fou, ça. Donc c'est l'armurière, la forgeronne, celle qui reste toujours dans sa grotte à préparer les armures, à les tailler. Et donc dans cet épisode, eh bien, on la découvre un petit peu plus, elle est bien plus présente à l'écran. C'est quand même un personnage qui est intriguant et qui cache peut-être son jeu, hein, car je l'ai trouvé un petit peu très surprenante vis-à-vis de Bo-Katan. Je ne sais pas qui veut la mettre à qui, mais potentiellement j'ai l'impression que l'une des deux prépare quelque chose, ou peut-être les deux. C'est un peu particulier comme relation. Faut pas oublier quand même que Bo-Katan à la base elle était contre la Death Watch, hein. Et là, sous prétexte qu'elle aurait vu le mythosaure, apparemment ça l'a marqué ça, hein. Je pense qu'il faut qu'elle en parle à son psychologue. Eh bien, elle se comporte d'une façon un peu étrange, très sage, très investie. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache? Et concernant encore la famille de la Death Watch, donc j'ai parlé du papa, mais ce gamin quand même. Ce gamin il m'a fait forte mauvaise impression, on va en parler tout à l'heure, mais c'est quand même un impétueux, hein. Monsieur Boud et après il se fait enlever par un dragon. Oh là là, un pauvre petit. Petit merdeux. Hein? Alors soyons sérieux. Cet épisode, d'un point de vue technique, eh bien, il a été réalisé par Carl Weathers. Carl Weathers, c'est Greef Karga, c'est donc un acteur qui fait également réalisateur. Ça c'est pas mal. On peut cumuler les fonctions sur The Mandalorian, et ça peut rapporter peut-être plus. À voir. Le scénario, c'est Dave Filoni, hein, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Salut mon Dave Filoni, et accompagné donc de Jon Favreau comme d'habitude. Un épisode qui dure pas moins de 32 minutes. Mais de qui se moque-t-on? C'est fou. On passe d'un épisode d'1 heure et on réduit par 2. Et encore, je suis bien gentil. Si on enlève le résumé et le générique de fin, c'est un épisode de à peine 25 minutes, même pas. Pourquoi une telle inconstance dans la durée des épisodes sur The Mandalorian? C'est quand même bien dommage, parce qu'un épisode comme celui-ci, si on le développe un petit peu plus, on peut prendre d'autant plus de plaisir. C'est quand même un très bel épisode, en tout cas, on va en parler, mais on met en avant pas mal de choses très sérieuses et très importantes pour l'intrigue principale. On intègre à cet épisode un nouvel acteur, c'est Ahmed Best, vous l'avez connu en tant que Jar Jar Binks. Et oui, il était présent dans la prélogie, mais maintenant il a fait tomber les accessoires, et il se retrouve Jedi avec le nom de Kelran Beck. Vous allez voir qu'il a un regard assez puissant, je dirais même que ses yeux sont parfois exorbités, c'est certainement un pouvoir de Jedi, à voir par la suite. À présent, on va attaquer le déroulé chronologique de l'épisode. On commence par une scène avec un plan large d'une planète, la planète de la Death Watch, où on voit sur la plage un maximum de personnes en train de se battre, de s'entraîner, hein. On voit que c'est l'entraînement. On découvre des techniques de combat main nue, des utilisations de pistolets laser, des utilisations de jetpack ou encore de fléchettes. C'est très impressionnant. Pour autant, c'est un bordel incroyable où tout le monde travaille sur un espace très réduit. Donc potentiellement, il y a sujet à avoir des accidents. On aurait pu s'étaler un tout petit peu plus, hein. La planète a l'air bien grande, donc c'est bien dommage. Et même si ce sont des fugitifs, vous allez me dire, avec le bordel qu'ils font avec leurs pistolets, je pense pas que ce soit un problème de s'étaler un tout petit peu. Et pour développer un peu tout ça aussi, je pense que cette Death Watch est arrivée sur cette planète avec un vaisseau spatial ou un minimum de véhicules, de vaisseaux. Mais
Où sont-ils? Ont-ils un mini hangar caché? J'ai l'impression que les décors ont été faits juste sur la plage, et après à côté de ça, y a rien. On a donc un bordel bruyant, et juste à côté, on a un petit Grogu en train de jouer à la plage avec des coquillages vivants. Hein, il est bien entouré, hein, il y a un paquet de bestioles autour de lui, il est au calme, et d'un seul coup son papa, alias Mando, Din Djarin, eh bien, il va le chercher en lui disant mais écoute mon petit bonhomme, tu as assez joué au bord de la plage, maintenant tu vas aller t'entraîner, hein, car si un jour tu veux devenir apprenti, eh bien il va falloir t'y mettre, hein, parce qu'apparemment Grogu il est prédestiné à devenir un vrai Mandalorien, et c'est là qu'on comprend le titre réel de la série, car The Mandalorian à la base pour moi c'était plutôt Mando, et non. Donc à voir si Grogu a vraiment envie de devenir Mandalorian, guerrier avec un casque sur la tête. Vous avez vu ses oreilles? Ça paraît tellement improbable de mettre un casque à une créature de la sorte. À moins qu'on fasse comme certains animaux où on taille les oreilles ou il y a un truc à faire. Mais potentiellement, est-ce que c'est une créature qui est faite pour devenir guerrière? On peut lui demander à Grogu, mais malheureusement il ne répond pas et c'est pas non plus communiqué par l'écriture. Donc Din Djarin qui prend Grogu dans ses bras et qui le pose sur le sable et qui lui dit tu vas te battre contre lui. Hein? Il a inscrit un combat avec un juge officiel mandalorien au casque orange je crois. Il lui dit bah voilà, tu prends le prochain. Et là il tombe sur le petit con du village. Excusez-moi mais c'est quand même un petit merdeux. Très très imbu de sa personne déjà. C'est assez incroyable, hein. Et c'est pas étonnant, hein, c'est le fils de Paz, donc Paz c'est la brute, hein. Paz c'est l'exemple, celui qui fonce la tête en avant, les dents exposées à tout choc dans son casque. C'est un personnage assez marquant dans The Mandalorian. Donc Grogu face à son adversaire qui mesure 2 fois sa taille, de suite le gamin qui commence à mettre en avant le fait qu'il n'y a pas à se battre contre un petit truc comme ça, alors il commence en plus à répondre à Mando. Un gros manque de respect vis-à-vis de ses anciens, en disant tout simplement bah, moi je suis le fils à Paz, enfin non il l'a pas dit, mais potentiellement on pourrait penser qu'il se croit privilégié par rapport aux autres, que son père c'est lui le plus costaud donc il se permet de faire des choses que les autres ne font pas, et il se permet de mal parler à Mando en lui faisant comprendre qu'il a des certitudes. On peut pas le prendre à défaut Mando par rapport à ça, il est certes très naïf par rapport à des situations réelles, mais le credo il le connaît par cœur. Donc là j'ai bien aimé la répartie de Din Djarin qui m'a fait grand plaisir, qui trouve un peu sa place hein, au sein de cette équipe de la Death Watch très très arrogante. Bo-Katan, qui est un peu inquiète, s'adresse directement à Mando en lui disant t'es sûr que Grogu peut se battre face à un Mandalorien tout de suite, enfin un jeune Mandalorien, un apprenti. Et Mando répond en se disant qu'il a confiance en lui, qu'il en est capable. Il a vu faire pas mal de choses déjà dans ses aventures, dans ses quêtes. Et tout ça sous les yeux de l'armurière qui est sorti, hein. L'armurière qui prend un peu le soleil, façon de parler, qui observe de loin ou de près justement ce nouveau orphelin, on va dire, dans l'équipe. Mais on voit de suite que Grogu est pas forcément dans le match. Hein. Et il lui dit mais papa pourquoi tu m'amènes devant lui là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Mando dit vas-y, je crois en toi mon fils. Montre de quoi t'es capable, t'inquiète, voilà, il essaie de le rassurer comme il peut. Grogu n'a pas compris que le match avait commencé, il se prend déjà 2 flèches dans le corps, enfin des flèches, ce sont des petites boules de peinture, hein, c'est un peu du paintball. Il a pris 2 manches dans la bouche, et sur la 3e manche, il comprend que c'est important de réagir. Il s'est enfin mis dans le match, il effectue un joli saut par-dessus l'enfant arrogant, et un 2e petit saut, et là, bam, il envoie les 3 fléchettes dans le ventre, de quoi vexer pour toujours ce vilain Ragnar, car il s'appelle Ragnar, un fils de Paz, qui s'en va tel un gamin qui boude, qui s'en va, qui s'éloigne, et qui se fait enlever par Drogo. Et oui, on est sur Westeros. À première vue, pour moi c'était un dragon. Un dragon qui vient chercher l'enfant, et qui l'emmène loin dans sa tanière. Et là, juste ensuite, des Mandaloriens qui partent en jetpack, mais qui n'ont pas forcément fait le plein, hein, qui partent et qui tombent vite en rade, et qui sont dépassés rapidement par Bo-Katan qui prend vraiment le taureau par les cornes, comme on dit. Bo-Katan qui ne reste pas dans sa réserve, qui s'impose directement. Donc générique, le titre s'affiche, l'orphelin, on découvre, car je sais pas si vous l'avez remarqué, sur Disney+, avant de regarder l'épisode, en tout cas au départ, eh bien le titre n'apparaît pas, et ça c'est drôlement intéressant, car on a quand même eu 7 minutes d'introduction, et bien on a simplement, dans la référence de l'épisode, chapitre 20, et alors je sais pas, je pense qu'ils le mettent à jour après, dans les jours suivants,
Mais l'avantage c'est qu'on n'est pas forcément influencé par le titre qui va mettre en évidence ce qui va se passer dans l'épisode. Et ça j'ai trouvé que c'était une bonne chose. Donc bravo pour la petite adaptation. Bien intéressante car je me souviens que dans les saisons précédentes j'avais pas mal râlé par rapport au titre qui mettait en avant clairement ce qui allait se passer dans l'épisode. Car dès qu'on lisait le titre, eh bien on savait déjà plus ou moins où ça allait. Donc le générique se passe, le dragon n'a pas pu être intercepté. Bo-Katan qui propose donc un plan, apparemment intéressant, une expédition avec plusieurs Mandaloriens où il ne sera pas possible de prendre les jetpacks, une approche un peu basse pour ensuite escalader la montagne et arriver jusqu'à ce nid. Alors on voit les 7 Mandaloriens partir à l'aventure et notre ami Grogu qui reste sur la plage. Apparemment c'est l'armurière qui va le garder, qui va faire nounou. Et qui va lui proposer d'aller explorer un petit peu la forge en l'absence de son papa. Donc c'est une scène où elle l'invite à rentrer tranquillement dans la forge, elle l'accompagne, elle lui sert un chocolat chaud, mais ça on le voit pas, ça a été coupé au montage, et ensuite elle lui parle du credo, du fait aussi que la forge peut révéler des faiblesses. Et là je ne m'y attendais pas du tout. Dès que l'armurier a commencé à taper avec son marteau, eh bien un gros plan sur le visage de Grogu qui commence à s'éloigner dans ses pensées, et là, flashback. Un flashback qui nous envoie sur Coruscant, à une autre époque, l'époque de l'Ordre 66, où le chancelier avait fait exécuter les Jedi, rappelez-vous, le moment où Anakin a tué des enfants. Le Jedi Kelleran Beq prend en compte Grogu, après avoir récupéré par terre un sabre laser. Ce Jedi Kelleran Beq qui a un regard très particulier, il a les yeux qui sortent un peu de la tête, il semble tellement concentré qu'il en perd un petit peu son jeu d'acteur, enfin... Je sais pas, je le sens pas trop. C'est peut-être sa première fois, en tout cas en tant que Jedi sur les écrans. Pour autant, je pense que il a fait de son mieux, et c'est pas facile de débuter dans une série comme Star Wars. Donc malgré tout, bravo à lui, il a franchi le cap, il a enlevé le casque de Jar Jar Binks pour devenir ce Jedi. Il se bat plutôt bien, hein, il est très habile des sabres, je sais pas quel est son niveau, depuis combien de temps il étudie à l'académie, mais pour autant je pense qu'il est assez confirmé, ce n'est pas un apprenti. Il doit être peut-être même chevalier de Jedi, allez savoir. Et il affronte donc les clones, il part à travers Coruscant, et là commence une course-poursuite, et il a réussi à prendre la fuite à travers donc une scène très très bien filmée, on voit pas mal de rebondissements. Là je mets encore en avant le fait que la série a des moyens exceptionnels pour rendre tout ça réaliste, et donc on en arrive sur la plateforme, il check rapidement ses camarades, vous savez les soldats là qui tirent à une seule main, ils sont toujours comme ça, alors je sais pas pourquoi, c'est sûrement un style. Potentiellement on est moins efficace à une main qu'à deux. Ça, après c'est mon appréciation. Et ensuite le Jedi et Grogu partent dans le véhicule Naboo miroir, un petit peu comme le véhicule de Padmé, rappelez-vous, un véhicule superbe, brillant. Ils parviennent à rentrer en vitesse lumière et à quitter pour de bon cette planète. Et le flashback se termine comme ça. Donc on en a appris un peu plus sur Grogu et sur sa période difficile, hein, là où il a fait certainement quelques blocages, où il a vu mourir pas mal de ses camarades. Ça a dû être très très difficile. Pour autant, c'est peut-être aussi pour ça qu'il ne part toujours pas. C'est peut-être ce choc post-traumatique. On revient au présent, on voit donc l'armurière qui a réussi à tailler une espèce de blason qui va faire partie de sa future armure, en tout cas c'est ce qu'elle lui dit. Elle le pose sur sa côte de maille, donc ça va lui faire du poids en plus, ce petit bonhomme. Et oui, Grogu content ou pas content? On sait pas trop. On assiste ensuite à une scène où les 7 Mandaloriens sont réunis, pas trop loin de l'objectif mais pas tout près non plus, et il est temps pour eux de faire une pause, de faire un bivouac. Car apparemment c'est quand même mieux d'attaquer le lendemain, allez savoir pourquoi, peut-être pour ne pas être repéré. Pour autant, on parle de ne pas être repéré et on fait un feu. C'est un peu étrange, hein, savoir que les feux, notamment dans le Seigneur des Anneaux, ça attire les Nazgûl. Hein. Alors pourquoi ici ça n'attirerait pas les dragons? On assiste à une scène où on éclaire un petit peu le téléspectateur quand on porte du casque et le fait de manger en même temps. Alors c'est pas forcément évident je pense, et là c'est Bo-Katan qui demande comment je fais pour manger si jamais on est tous ensemble. C'est une question un peu étrange car Bo-Katan dans l'absolu elle connaît quand même les techniques, les us et coutumes, mais encore une fois, la question a été posée pour les téléspectateurs, un peu comme dans le dernier épisode où elle avait mis en avant ce qu'il y avait écrit sur la plaque concernant le grand mythosaure, les eaux vivantes. Donc merci à Bo-Katan de poser les questions et de nous accompagner tout au long de la série. Donc Bo-Katan peut enlever son casque, mais seulement quand il n'y a personne. Ok. Donc Bo-Katan qui regarde un petit peu sur le côté, comme si c'était un peu une scène de nudité. Donc c'est très très étrange. Elle enlève son casque, elle mange je sais pas trop quoi. Et par contre on lui confie la garde du campement, donc ça c'est bizutage. T'es un peu la chef d'expédition, donc tu vas surveiller le feu. Allez,
tellement calme, Bo-Katan, ça l'a complètement transformé cette rencontre avec le mythosaure. La nuit passe, les Mandaloriens sont prêts, tout frais. Bo-Katan qui rappelle 2-3 choses concernant le fait qu'on ne peut pas tirer sur la créature, car apparemment, si jamais on lui tire dessus, eh bien elle croque la personne. Et ce qui se passe, c'est que, eh bien on a un bloc à monter, un bloc très très raide. Donc c'est vraiment de l'escalade de très très haut niveau. On a tous des grappins, donc je sais pas comment ils font pour fixer le grappin tout en haut de la montagne, mais apparemment ça tient. On n'a pas le droit d'utiliser le jetpack, donc potentiellement si on a un Mandalorien qui tombe, bah, il est obligé de se laisser mourir, pour pas faire de bruit. Donc voilà, c'est assez particulier, donc on escalade comme on peut la montagne avec les charges que l'on connaît sur les Mandaloriens. Là je fais encore allusion au papa qui est chargé comme un fou. Avec sa grosse mitraillette qui monte quand même, donc potentiellement ce gars-là jamais, je dis bien jamais, il peut monter sur un pan comme celui-ci avec tout le matos qu'il a. C'est impossible. Et plus t'es costaud, plus t'as du mal à monter quand c'est raide comme ça, je te garantis. L'ascension continue, on voit un petit regard échangé entre Mando et Bo-Katan, petite complicité avec une petite communication gestuelle par rapport au fait qu'on commence à voir le nid, on voit les branches qui dépassent, le nid du dragon, et on continue à monter, on monte et on arrive carrément dans le nid, et là, personne. À part un casque de Mandalorien qui traîne, mais c'est pas le casque de Ragnar, donc personne ne s'inquiète. Pour autant, eh bien, Mando détecte une source de chaleur dans ce nid. Et là, eh bien, Paz perd complètement les pédales, il se jette carrément dans le nid, il dit « C'est mon fils !» Alors c'est bien que c'est ton fils. Ça fait 2 jours qu'on se prépare pour aller le chercher, ton fils. Donc fais preuve de lucidité quand même. Donc il se précipite bêtement, hein, c'est un petit peu à son image, et il rencontre donc les 3 bébés dragons qui ont vraiment des têtes déformées, ils ont la tête très gonflée, donc ça fait très flipper en fait. Ils sont plus moches que la maman, et ils s'en prennent directement au Mandalorien. Donc la maman dragon revient en entendant ses enfants s'affoler, elle régurgite le gosse qui était apparemment à l'intérieur d'elle, et c'est assez incroyable de constater que 24 heures plus tard, l'enfant est encore vivant, et que la maman le ramène seulement à ce moment-là à ses gosses pour le faire manger, donc c'est un peu étrange. Qu'est-ce qu'elle est partie faire pendant 24 heures? Expliquez-moi. Elle est partie faire les courses. Eh bien, à présent, si on veut pouvoir apprécier la suite du spectacle, il est important pour nous d'accepter le fait que eh bien, la maman ait gardé donc, vivant Ragnar pendant tout ce temps, et l'a donné seulement à ce moment-là à ses enfants. C'est quand même assez tiré par les cheveux. On accepte, donc c'est Paz qui vient s'interposer encore comme un héros, qu'est-ce que tu veux. Donc là, Paz finit dans la bouche du dragon, et là je me dis, ça y est, on va enfin se débarrasser de ce Mandalorien débile. Et par la même occasion, donc le dragon qui récupère l'enfant avec l'une de ses pattes. Donc je dis c'est bon comme ça, elle a pris les 2, on est tranquille, va faire ton job. Bon malheureusement, les Mandaloriens n'ont pas voulu les laisser à leur triste sort. Et là on assiste à une bataille dans les airs vraiment impressionnante avec des plans vraiment sympas. J'ai en mémoire celui où Bo-Katan a été filmé vraiment de près à un moment avec le jetpack activé. C'est vraiment très très bien filmé, c'est très crédible la scène. Hein. Il y a que quand même la modélisation du dragon qui m'a un petit peu déçu. Quand on connaît Game of Thrones et qu'on voit une animation un petit peu à l'ancienne pour ce dragon qui est en fait un mix entre un vautour et un pseudo-dragon, j'étais un peu déçu quand même, vu le budget de cette série. Donc le père et le fils ont été emportés. Et les autres Mandaloriens vont tout faire pour aller essayer d'intervenir, de sauver leurs camarades quand même, c'est pour ça qu'ils sont venus. Donc on a Bo-Katan assez héroïque qui se rapproche de l'animal et qui prend un coup d'aile. Et ça l'a fait carrément chuter. Heureusement, il y a le super jetpack qui lui permet de se rétablir. On constate que les Mandaloriens sont vraiment à l'aise dans les airs et que grâce à leur jetpack, alors il faut espérer que le plein soit fait, bien grâce à leur jetpack, ils sont capables de rapidement reprendre le contrôle sur la situation et de repartir immédiatement à l'assaut, ce qui est très bien fait. On a ensuite Mando qui s'en mêle. Il y a des tirs apparents de grappins aussi pour réduire la mobilité de cette créature, qui ensuite eh bien, fait tomber Paz apparemment, qui réussit à se stabiliser grâce à son jetpack. Et ensuite Mando qui sauve le gosse juste avant la chute. Le dragon qui s'effondre un peu lamentablement dans l'eau, il n'en se relèvera malheureusement jamais. Une créature encore plus grosse que lui l'a absorbé. Et là ça me rappelle clairement l'épisode 1, on a un poisson qui en mange un autre, dans la scène où Obi-Wan est sous l'eau avec les Gungan, rappelez-vous. Donc une scène qui se termine plutôt bien, sauf pour la maman dragon. On revient à la base, donc le petit gros bout constate le retour de son papa, mais aussi de peut-être sa maman. Alors sa maman, je fais allusion à Bo-Katan, c'est la petite famille un peu recomposée.
Et donc on constate que les héros mandaloriens reviennent avec le gamin qui est assez content. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, les mandaloriens, leur façon d'applaudir. C'est un espèce de truc comme ça. C'est assez étrange. Donc les mandaloriens qui reviennent sur la plage avec bien sûr l'armurière qui est prête à les accueillir. Ragnar qui revient un petit peu en héros, mais surtout Bo-Katan qui est félicité immédiatement par l'armurière qui est vraiment très très proche d'elle, qui lui propose donc la plus haute distinction d'un point de vue de la Death Watch, donc elle s'en sent honorée. Juste après avoir acclamé le retour de Ragnar, eh bien, le vaisseau de Bo-Katan contenait aussi d'autres passagers, c'est-à-dire les 3 orphelins, les 3 bébés dragons gigantesques, apparemment qui tenaient aussi dans le véhicule. Et d'ailleurs, ils ont été appâtés par un gros morceau de barbac, je sais pas où ils l'ont trouvé ce morceau-là, je veux pas tout savoir. Et donc, 3 nouvelles recrues apparemment qui ont besoin d'entraînement, hein, c'est ce qui a été dit. Donc potentiellement, ça pourrait être un bon moyen pour les Mandaloriens de se déplacer à dos de dragon, ou alors d'effectuer un bon petit barbecue, si jamais ils sont pas efficaces, et ça sera sûrement le cas si on les voit pas dans les prochains épisodes. Voilà la dure réalité. Bo-Katan qui est félicité, mais apparemment pas les autres. Hein. Il faut avouer que, excepté Paz, Mando et Bo-Katan, les autres Mandaloriens, les 4 autres, on les a carrément pas vus. Ils sont restés en arrière-plan dans la scène, on a dû leur dire ne faites pas trop de bruit, ne parlez pas sinon on est obligé de vous payer un cachet supplémentaire. C'est quand même dommage, hein, car il y a quand même une équipe complète. Normalement, dans tous les cas, on félicite toute l'équipe. Même si Bo-Katan a mis en avant le plan, je pense qu'il aurait fallu quand même féliciter aussi Mando, qui a quand même sauvé le gamin lui aussi. Donc voilà, un petit peu injuste. Et je pense que l'armurière a un plan derrière la tête vis-à-vis de Bo-Katan. Peut-être une trahison plus tard, je ne sais pas, mais il y a quelque chose entre ces deux femmes. Et on se retrouve dans la forge. Une petite discussion à propos de cette épaulette qui a disparu, qu'elle a fait tomber d'ailleurs dans la bataille, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Et suite à ça, elle demande si elle peut potentiellement avoir une épaulette, donc en Beskar, avec le mythosaure dessus. Et l'armurière accepte, elle lui grave un mythosaure. Bo-Katan, toujours aussi perturbée par justement sa rencontre avec le mythosaure dernièrement, elle ose poser la question à l'armurière. Écoutez, si j'ai croisé un mythosaure, est-ce que ça compte? Et l'armurière qui ne croit pas trop à ses propos, qui met en avant, oui, c'est bien d'avoir des visions, c'est sympa, un jour tu pourras peut-être en avoir encore plus, telle est la voie, blabla. Et là, Bo-Katan qui met en avant le fait qu'elle en a vraiment vu un. Et l'armurière qui répète, telle est la voie. Peut-être que l'armurière en sait un peu plus qu'elle en dit. Ça pourrait aussi mettre en avant le mystère de ce personnage. Et un épisode qui se clôture pratiquement de la même façon que l'épisode précédent, où Bo-Katan fixe le crâne de mythosaure. Donc voilà, après 32 minutes de spectacle, ou plutôt 25, eh bien, on a assisté à un épisode très très varié, très très dynamique. J'ai vraiment apprécié la diversité qui a été mise en avant dans cet épisode. On est toujours sur la même planète, mais pour autant, on a ce super flashback qui éclaire encore un petit peu plus l'histoire de Grogu. Et derrière tout ça, on découvre un petit peu le mode de vie de la Death Watch. Cette équipe de soldats qui s'entraînent vaillamment de leur côté, sur des espaces très réduits, sans vaisseau spatial semble-t-il. C'est assez incroyable aussi d'évoluer autour de telles créatures, c'est quand même pas n'importe quoi, donc c'est sujet à un bon entraînement. On a vu du bon, on a été un petit peu dans l'immersion, notamment sur Coruscant. C'était plus le spectacle que le scénario qui a été mis en avant sur cette phase-là, je trouve. On a pu redécouvrir pas mal de références à la prélogie, ça c'était vraiment sympa, des décors qui sont vraiment bien réalisés. On voit vraiment pas les effets spéciaux, en tout cas très peu. J'ai vraiment apprécié aussi le rôle de Mando dans cet épisode, qui est vraiment le tuteur de Grogu, qui lui donne un coup de main, mais qui est jamais vraiment au premier plan. Et Grogu aussi, Grogu qui est un petit peu condamné à devenir Mandalorien. On sait pas trop ce qu'il en pense. Il était content pourtant à jouer au bord de la plage là, avec ces espèces de coquillages. Et le voici à présent avec une armure un peu plus lourde, en tout cas un petit rond d'armure de Mandalorien. Donc finalement, sur 32 minutes, on a vu peut-être plus de choses que lors du dernier épisode, qui était pour autant aussi très intéressant. Donc encore une fois, la série qui a vraiment pris en qualité, en maturité aussi. On a hâte tout simplement de voir la suite très bientôt, dès la semaine prochaine, avec donc l'épisode 5 qui va sortir. On a fait plus de la moitié, ça y est, on en est dans la deuxième partie de la saison.
Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Il est temps pour vous peut-être de me laisser un petit commentaire pour me dire justement quel est votre ressenti, les aspects négatifs, positifs, vous savez comment ça fonctionne. N'hésitez pas à mettre en avant ce qui n'a pas été dit, notamment dans cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour ceux qui ne le savent pas encore, il est très important pour moi de vous compter comme abonné sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer les notifications si vous le voulez bien, et potentiellement laissez-moi un pouce bleu. Et oui, pour vous c'est peut-être pas grand chose, mais pour moi ça me permet d'augmenter mes référencements et potentiellement d'être vu par plus de personnes et de faire du travail d'encore meilleure qualité. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, prenez soin de vous, profitez à fond de la vie, et vive la force, vive Star Wars, à très bientôt. Ciao, ciao.